citoyens, aux Haïtiens. Acte des joies, c'est la liberté, puisque nous libres indépendants, on crie vive la liberté. Chers auditeurs, nous avons actuellement au studio de Radio Caraïbe le sénateur Louis Desjoints qui va vous adresser personnellement la parole. Soyez aux écoutes, le sénateur arrive à l'instant. Le peuple a des joies, mais travaille. Au peuple a des joies, mais travaille. Et pour montrer Chers auditeurs, vous entendez à ce moment l'hymne des joies qui vient d'être entonné par les nombreux auditeurs de Radio Caraïbe qui ont dit fort au sénateur des joies un cortège imposant et fleuri. Le sénateur des joies est actuellement... Chers auditeurs, vous avez au micro de Radio Caraïbe le sénateur Louis Desjoints. Mes chers concitoyens, l'atmosphère politique se trouve de plus en plus par les manœuvres déloyales de certains secteurs. Invité par une personnalité religieuse à la rencontrer hier matin, je fus sollicité d'envisager favorablement l'éventualité d'une reprise de la collaboration au Conseil exécutif de gouvernement des ministres dissidents. Un peu plus tard, je reçus en présence des membres de mon bureau politique la visite de M. Jean David. Ce n'est point par hasard qu'il est venu m'entretenir d'emblée du même sujet que l'éminent prélat. Il
Il était accompagné de M. Raphaël Oli. Et sortis de chez moi, ils sont allés tous deux chez le professeur Daniel Fignolet. Est-ce le hasard, une coïncidence ou un dessein arrêté qui les amenait aussi successivement chez les deux candidats à la présidence? Vous êtes assez intelligents, mes chers concitoyens, pour tirer la conclusion que commande cette conduite d'un membre important du bureau politique du docteur François Duvalier. Vous savez, par le communiqué de mon bureau politique, les suites de la visite de M. Jean David. Vous devinez aussi que les pourparlers engagés par les délégués des candidats ne devaient pas être publiés avant d'avoir abouti à un résultat. Cependant, ce matin, c'est M. Antoine Erard qui parle de ces négociations commencées et sans que personne ait annoncé les démarches ou les visites de M. Jean David. C'est lui qui s'empresse de contester qu'il ait fait aucune démarche auprès de moi. Et pourquoi cette délégation quand personne n'avait accusé M. David? Aussi, convient-il de comprendre le vrai sens de la conduite du membre du bureau politique du docteur François Duvalier. L'éclat provoqué par M. Erard était donc prémédité et combiné. Il fallait encore essayer de mettre en discussion et de compromettre l'existence même du gouvernement collégial. C'est une manière de laisser le champ libre à la junte militaire tant souhaitée et demandée par un candidat à la présidence. Tant d'assaut contre le conseil de gouvernement est le signe évident qu'il est encore bien vivant. Aussi, je demande à tous mes partisans et à tous mes concitoyens de soutenir le conseil exécutif de gouvernement de toute leur force, de toute leur âme. Ce conseil exécutif de gouvernement, c'est le gouvernement provisoire de la République, établi avec le concours de candidats représentant en fait plus de 95% du peuple haïtien, et avec l'adhésion et le concours de l'armée d'Haïti et son chef d'état-major. Je dois rendre un hommage particulier aux femmes de Port-au-Prince et des autres localités qui, avec un surinstinct, ont senti le danger imminent et ont organisé, celle de Port-au-Prince, un impressionnant bonhomme qui, hélas, a fini par un nouveau malheur public. Je dois particulièrement et d'une façon toute spéciale mes félicitations et mon appréciation au commerce de Port-au-Prince, au commerce d'Écailles, de Jacmel, d'Aquin, de Miragoâne. Je dois mes félicitations et mon appréciation à ce commerce qui a soutenu si magnifiquement le conseil exécutif de gouvernement. Je renouvelle au commerce l'assurance de ma sympathie toujours agissante, et son action hautement patriotique et continue doit certainement rencontrer l'appui de ceux qui veulent qu'Haïti soit régénéré. Le malheur commun doit nous réunir. Je vous exhorte tous, mes chers concitoyens, à rester comme toujours dans la voie de la droiture, du courage et du patriotisme. La victoire restera la vérité. Elle restera aux forces saines du pays, aux forces du bien, aux forces chrétiennes, parce qu'il faut qu'Haïti vive et qu'elle vive heureuse, forte et respectée.
citoyens, oh Haïtiens. On nous fait payer étranger, ouais, malgré nous, n'a dévoré l'autre. À la dernière minute, on a posé mes noms sur un citoyen. Mission Paris, c'est pour venir l'ouvrir industrie de toute grande ville New York. Monsieur Guetton, plan. On a besoin de 400 000 bras haïtiens pour aider à développer l'industrie, là va l'ouvrir. Ça, c'est belle bagaille. Chers auditeurs, vous avez fini d'écrire ici, là, ils commencent à réfléchir. Vous avez un petit bout de prière, ici, là. Grand Saint-Esprit. Pas quitter petit tout seul. Venez inspirer petit tout. Pour petit tout capable d'avoir une idée. N'a pas mis tout le candidat pour qu'il laisse candidat pour petit tout à le déposer vote. Ainsi soit-il. Une minute pas de passer, chers auditeurs. J'aurais même qui était des crayons pour trembler. Parce que m'a bien écouté, bah, il a sorti. Je n'ai pas jamais boire ça café le campé. Pour quelle raison pour mes doigts à trembler? Malgré, dans ce cas encore, Zo a bien 100 ans. Mais je couillais là, Zo senti le fort pour ta fait cloche l'église sonner une deuxième fois. Mais côté tremblement qu'il a sorti. Pas oublier, chers auditeurs, c'était de l'eau Pétionville, Zo habité. Mais la direction, mon côté hôtel Tambala Chita, Zo tendait coup de Clément Silayo à venir. Ta 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 ta
En avant! Accompagné, fouillé des centaines de milliers de chevals ferrés, à Guissab, qui pendent dans les cavaliers, ça fait river sur nous. Lorsque m'a posé mes côtés, bagaille qu'il a sorti, nous entendons voiture pour moi, l'ordinaire! Comme sugar, sang, président Sylvestre Salnave, la montée d'eau. Moi, je dis, que maman, la mi-temps dans là, je levais, hop, allez m'ouvrir là, hop, pour moi, ça qu'a fait me rien. Chers auditeurs, c'est l'armée 2 500 000 consciences haïtiennes. Les autres ont cherché pour nous faire un chaîne en acier, pour empêcher du pays, nous faire fondre dans le bassin Caraïbe là. En Bachal, ils viennent inspirer le peuple haïtien, ça a rien pour le faire. 2 500 000 cavaliers, ils ont tous une bannière, un drapeau qui a flotté. Et là-dedans, ils ont un slogan qui est écrit en lettres. Peuple, votez des joies. Peuple, votez des joies qui a vu une carrousel là. Peuple, votez des joies qui a prêté toutes vos relations pays étrangers là à la disposition du peuple haïtien. Peuple, votez des joies qui dit nous, après mon chef d'État, il n'y a pas besoin. Peuple, votez des joies qui a vu développer l'industrie tout partout dans le pays. Peuple, votez des joies qui a vu augmenter l'école, l'hôpital, clinique rurale, dispensaire. Oui, peuple, votez des joies qui a une mission pour sauver le pays. Ta 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 ta. Oui, chers auditeurs, c'est tout slogan qu'il a. Je sais, ouais, le drapeau, avec la bannière, 2 500 000 cavaliers, qui représentent conscience peuple haïtien, qui paraît l'ennui là, devant eux autres. En ce temps-là, comme dit l'Évangile, dans la zone hôtel Hippolyte, j'entendais tambour, une bonne gaga, ça descend, avec chant de là.
mettez dans la misère. Pour des lois, oh, pour des lois, nous tout à pousser. Des lois, oh, des bons que vous mettez dans la misère. Pour des lois, oh, pour des lois, nous tout à pousser. 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 Pour des lois, chers auditeurs, nous voyons après aller, pour passer bon devant ma telle là, puis après route, il y a pas aller, après aller, après aller. Avant de vous présenter le programme de la SICSA, votre annonceur Gérard Éléhude Louis tient à vous dire au revoir et merci. Mes chers auditeurs, nous allons une fois de plus vous donner lecture de l'important communiqué émis par le bureau politique de l'ex-sénateur Louis Desjoie, aujourd'hui 26 avril 1957. Communiqué. Le bureau politique de l'ex-sénateur Louis Desjoie maintient l'esprit et le sens de son appel d'hier au peuple haïtien, à savoir la nécessité et l'urgence de la veillée patriotique. Comme prévu, les événements ont sensiblement évolué, trouvant toujours les partisans et amis de l'ex-sénateur Louis Desjoie dans le calme le plus parfait. Des manœuvres déloyales, entamées depuis déjà plusieurs jours, essaient vainement de s'installer dans les faits. Nous sommes en mesure d'informer que des sympathisants appartenant à toutes les couches sociales, des dames et demoiselles desjoyistes sortis en monôme pacifique pour manifester leurs désidérata dans l'ordre le plus parfait, ont été matraqués ce matin à la rue Pavée au rond-point des Touches. Elles ont été, sans raison apparente, la proie de bombes lacrymogènes et furent par surcroît poursuivies jusqu'à la cathédrale où, là encore, les agents de la force les attendaient pour les molester et leur lancer d'autres bombes lacrymogènes. Des coups de feu furent perçus de l'intérieur du lieu saint, jetant la confusion et la panique au sein de Dieu pour Haïti. Les commerçants de la place, instruits du déroulement de ces faits regrettables à tous égards, par ceux cependant préposés à la protection et à la sécurité des vies et des biens des familles, ont fermé leurs portes en signe de protestation contre la conduite des principaux responsables du maintien de l'ordre. Port-au-Prince est plongé dans la consternation en face du déchaînement audacieux des passions de quelques politiciens décidés à jeter le pays dans l'aventure pour satisfaire leurs ambitions. Concitoyens, nous vous invitons à garder l'état d'alerte. Veillez avec nous. Population des provinces, et particulièrement du département du Sud, population de Port-au-Prince, hommes, femmes, enfants, vieillards, réserve saine du pays, soyez en éveil, prêts à assurer une fois de plus le triomphe des forces du bien sur celles du mal. Soyez calmes et confiants, car cette bataille est décisive. Elle a pour enjeu l'avenir même de la patrie, notre mère commune. Mes chers auditeurs, nous vous prions de ne pas perdre l'écoute, car dans quelques minutes, vous aurez le plaisir d'entendre au micro de cette station le compte rendu par le docteur Albert Chassagne de l'historique convocation tenue ce matin aux casernes Dessalines par le grand quartier général de l'armée d'Haïti,
à laquelle ont été invités tous les candidats à la présidence signataires de l'acte constitutif du gouvernement collégial du 6 avril 1957. Devant des joies, il y a fait tomber la gloire, il y a fait tomber la gloire à Poupolo. Pour manger, pour conduire, pour travail, haïtien, voter des joies, c'est voter liberté. Tout le monde connaît les capacités. Avec des joies, pas que toi qui piaille. Voter Louis, des joies, c'est voter travail. Pour manger, pour conduire, pour travail, haïtien. Vous avez avec vous au micro de Radio Caraïbe le docteur Chassagne. Le peuple a des joies, mais... Auditeurs de la capitale, auditeurs de la province. Cette journée du 26 avril 1957 aura été pour le peuple haïtien une journée historique. Une conférence, en effet, d'une très grande, d'une extrême importance, s'est déroulée vers midi 15 minutes aux casernes des Salines. Elle englobait, outre le haut état-major de l'armée au complet, les officiers cantonnés à Port-au-Prince, mais aussi les candidats à la présidence, Daniel Fignolet, Louis Desjoie, François Duvalier, etc. Je suis présentement devant ce micro pour vous faire un récit de ce qui s'est passé au cours de cette dramatique entrevue qui n'a duré que quelques heures. Le chef d'état-major, le brigadier général Léon Cantard, prenant d'abord la parole, expliqua le motif de cette conférence. Il s'agissait d'étudier à la lumière du plus pur patriotisme la cruciale situation politique qui a surgi durant ces dernières 48 heures et d'essayer de trouver la solution de salut que l'anxiété générale attend. Il parla du conseil exécutif de gouvernement, des départs des 3 membres du parti du Valliériste et du cas qui se présentait ainsi devant l'opinion quant aux possibilités du maintien du dit conseil. Il déclara que l'armée croyait maintenant de son devoir de se résigner à prendre en main la situation et, apostrophant le sénateur Louis Desjoie, il lança à peu près ce qui suit. Monsieur le sénateur Desjoie, je connais votre patriotisme, et c'est au nom de ce patriotisme pur et désintéressé que nous vous demandons de permettre au moins à l'armée de se réhabiliter. C'était donc, chers auditeurs, s'offrir pour dénouer la crise. C'était poser de façon claire. Le docteur Duvalier fut, une fois de plus, comme à toutes les conférences politiques, muet, énigmatique. Quant à l'honorable Daniel Fignolet, son comportement en cette dramatique minute fut d'une dignité, nous aimons dire la vérité. Son comportement en cette dramatique minute fut d'une dignité qui cassait les bras à son ennemi connu le plus acharné. Cet homme personnifia, aux côtés de Louis Desjoie, le courage et la démocratie. Quand, prenant la parole, il fit comprendre que sa conception du pouvoir, homme de principe, l'empêchait d'envisager l'établissement d'une junte purement militaire. Bravo! Bravo! Le général Léon Cantave resta quelques instants perplexe. Et en fin de compte,
annonça de la façon la plus inattendue que cette conférence était suspendue pour être reprise ce soir à 6 heures. Chers auditeurs, ne perdez jamais l'écoute. Nous nous ferons toujours le patriotique devoir de venir ici à cette station vous renseigner comme il convient. Vive Haïti! C'était au micro de Radio Caraïbe le docteur Chassaille dans le récit de la conférence tenue à la cathédrale. Quand, dans un moment impressionnant, elles imploraient le secours du Très-Haut pour sauver notre malheureuse Haïti, à cause de très nombreuses victimes à tête de gaz qu'on dit être à base toxique. Il est recommandé à tous ceux qui en ont été atteints de consulter sans retard un médecin pour la médication nécessaire. Autrement, de l'avis de spécialistes qui ont déjà examiné plusieurs cas, les victimes sont exposées à l'œdème aigu du poumon, pouvant entraîner la mort lorsqu'ils reçoivent le gaz à bout portant et en dose massive. Chers auditeurs, vous allez avoir l'occasion d'entendre un commentaire sur la situation actuelle. Il serait prématuré d'essayer de dégager le sens de cette première journée où, une fois de plus, se sont coltées les forces saines du pays qui constituent la réserve morale de la nation haïtienne avec le ramassis des carrés multicolores qui arborent comme drapeau la peau ou la classe. Mais il importe de souligner pour l'histoire la magnifique et unanime réaction de l'opinion publique qui ne s'est pas laissé surprendre par les manœuvres des éternels fossoyeurs de la patrie. Debout comme un seul homme, les supporters de la révolution morale préconisée par Louis Desjoie se sont emboutés dans leur commune espérance en l'avenir de notre chère patrie, meurtrie et menacée. Debout, les femmes de Port-au-Prince, dans un coude à coude historique, se sont unis en face des bombes lacrymogènes pour crier leur foi en une Haïti régénérée par le travail. Debout, les prolétaires du Bel Air, du Mornatuf, de Poste Marchand, ont donné la main à nos élites du Bois-Vernat, de Turgot, pour offrir le plus cinglant des motifs aux protagonistes des luttes de classe mortifères et aux préjugés stupides. Quelle leçon pour ces turiféraires inconscients qui mettent leur énergie et leur intelligence à dénigrer les valeurs réelles sans se douter qu'ils ensevelissent la patrie commune. La leçon qui se dégage de cette réconfortante journée, c'est qu'une prise de conscience est opérée dans l'orientation des revendications populaires. C'est que les appels forcenés à la désunion, cette polarisation de haine orchestrée contre Louis Desjoie n'a pas trouvé l'audience du peuple qui, aujourd'hui, fait le départ entre ceux qui l'ont bafoué, pillé, avili, torturé, et ceux qui appellent une ère nouvelle à base d'honnêteté, de probité, de sérieux dans la gestion de la chose publique. Le peuple des faubourgs, l'homme de la rue a compris le sens de ses intérêts primordiaux, la nécessité d'une lutte à outrance, sans merci contre les dilapidateurs et les gangsters. Le peuple sait maintenant où sont ses ennemis et ses véritables défenseurs. Il a signifié sa volonté à sa manière en face de la soldatesque sous les matraques, au Cap Haïtien, au Caille et aussi à Port-au-Prince. Le peuple a dit non. Et comme une cuirasse d'airain, il a porté Louis Desjoie par les rues, défiant menaces, intimidations, pour déposer en lui ses suprêmes espérances. Voici maintenant un commentaire intitulé « Ils ne passeront pas » et signé de M. René Moravia, secrétaire du Parti national des ouvriers haïtiens. Ils ne passeront pas. Alors que retentit à nos oreilles le bruit des chaînes que l'on prépare pour notre asservissement, alors que le spectacle avant-coureur de cet asservissement s'étale à nos yeux sidérés, alors que l'on bâillonne les leaders qui veulent nous sauver de l'esclavage matériel et moral qu'on veut nous imposer, il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Au sein des ténèbres dont nous étions enveloppés, la Providence a suscité les éclairs révélateurs qui ont confirmé la menace érigée contre nous dans la citadelle de la patrie. Nous sommes investis. L'ennemi est parmi nous. Patriotes, levez-vous. Maintenant que l'aurore s'est levée sur toute chose, plus d'hésitation n'est possible, plus de délai. Nous avons épuisé toutes les ressources de la paix. Nous avons formulé à la radio, dans la presse, nos revendications.
Nous avons pétitionné, nous avons supplié. Tout est demeuré vain, humilié, affamé. Il ne nous reste que le privilège d'une liberté devenue précaire qu'on veut nous enlever pour nous précipiter dans le fossé du désespoir et de la honte. Agrippez-vous fermement à cette liberté et soyez prêts à la défendre au péril de votre vie. Ce commentaire, chers auditeurs, est signé du secrétaire du Parti des National des ouvriers haïtiens, M. René Moravia. Et maintenant, chers auditeurs, nous avons extrait du quotidien Le Matin, sous la signature du grand publiciste Stéphane Alexis, cette frange dont nous avons fait l'aliment de nos chroniques radiophoniques. C'était en août 1953. Dumarsais estimé venait de mourir en exil à New York. 1000 bruits auxquels étaient mêlés des noms d'empoisonneurs probables couraient sur les circonstances de cette mort inattendue. Le cadavre venu par avion était exposé au bicentenaire dans le hall du palais législatif. Plus loin, dans le casino international, flambant de tous ses feux, ce casino bâti par le chef artiste est décédé, quelques-uns de ses anciens amis et partisans, ministres, sénateurs, députés, grands fonctionnaires du nouveau régime, dansaient avec un essaim de putain de luxe, en compagnie de Paul Magloire, vêtu d'un anachronique habit vert bouteille, galonné sur toutes les coutures, véritable roi de pique dans un jeu de bésigue qui semblait fêter la mort de l'homme trahi, la mort du grand fils de la classe. Whisky, champagne, bouche heureuse, danse du ventre, froissement de greenback, chant, musique, vomissement. La nuit tombait sur Port-au-Prince, affligé cependant de la mort de Titine. Une nuit bleue, comme notre mer Caraïbe. Une petite brise parfumée d'une subtile odeur de jasmin sauvage venant du monde de l'hôpital tempérait l'atroce chaleur diurne. Soudain, comme sortant des flots bleus, nous vîmes qui s'en venaient vers notre groupe, assis sur le môle, notre vieil ami fidèle, l'historien, le savant, le sage, qui nous dit « Cessez de vous lamenter, jeunes gens, sur la mort de ce grand garçon hors série. Gardez vos larmes, votre pitié pour vous-même. Quant à lui, sa peine est finie, sa gloire est fondée, car longtemps encore on parlera de lui dans les veillées, dans les taudis, dans les chaumières, dans les ateliers. » Et sans tradition, le vieil homme enchaîne. Ce qu'il est convenu d'appeler l'intelligentsia noire n'a pas su en 1946 analyser rationnellement la situation haïtienne pour en tirer une éthique politique. Elle n'a pas su voir dans son émouvante perspective le rôle qu'elle devait jouer dans la politique de la cité après qu'elle en avait eu en quelque sorte été écartée par les absurdes distinctions de couleurs que semblait préconiser le régime renversé et qui légitimait la réaction violente de cette intelligentsia. L'occasion était belle pour elle de donner aux autres une leçon de fraternité nécessaire, d'amour, de démocratie constructive, de civisme véritable. Elle pouvait acquérir une autorité morale péremptoire et qui serait le fruit d'une générosité créatrice et lucide au bénéfice de tous les Haïtiens. Mais la base indispensable de cette autorité devait être une probité scrofuleuse, inattaquable, claire et dure comme un diamant, s'exprimant au surplus par un nouveau style de vie, publique et privée, par des méthodes nouvelles instaurées dans l'administration de la chose publique. Mais hélas, la majorité de ces éléments affamés de richesse, de luxe, de mangeaille, n'avaient qu'un seul souci, s'installer dans la mangeoire à la place des autres, en se foutant comme eux des besoins primordiaux du peuple et de la nation. Mieux que par un idéal de ripaille, de villas somptueuses et de femmes claires à posséder. Elle est donc passée, cette intelligentsia, à côté de la grandeur politique. Ces leaders n'ont pas été des révolutionnaires véritables, des fils du peuple véritable. Ils ont raté l'occasion de s'imposer à celui-ci et raté le rendez-vous que leur avait donné le destin et la classe. 6 classes il y a. Dites-vous bien, mes jeunes amis, que désormais l'arme électorale du préjugé de couleur qui a bien servi quelques-uns de l'intelligentsia noire en 1946 pour l'unique satisfaction de leur bas instinct ne jouera plus. Sera inefficace parce que, primo, après l'ESCO, certains leaders noirs parmi les plus en vue ont lâchement, salement trahi estimé
qui incarnait à l'époque, qu'on le veuille ou pas, une politique de régénération noire. Les masses déçues ont donc cessé de croire en eux, cessé de croire à la sincérité des slogans coloristes. Secondo, il est avéré aux yeux des masses, sous ma gloire, que leurs pires assassins et détrousseurs, c'étaient ces mêmes noirs qui criaient dessus au mauvais mulâtre au pouvoir. Même tyrannie, même bastonnade, même chambre de torture, même gaspillage de ses biens. Dans gaspillage, il y a pillage. Quelle valeur un noir lucide peut-il accorder à l'appel de la peau lorsqu'il se souvient quels sont les types encore en liberté qui le martyrisaient et le dépouillaient sous ma gloire? Encore un coup, 46, année de l'espoir, je le proclame avec quelque modestie est né chez moi. Je l'ai tenu sur les fonds baptismaux. Hélas, dans la bouche des mystificateurs et des voleurs du peuple, elle est devenue un millésime galvaudé, vidé de toute son idéalité, de toute sa substance sociale, de toute sa rigueur honnête et révolutionnaire. Il y a dans ce chiffre émouvant plus de hautaines exigences, d'ascètes, de sacrifices, que de biens attirés sur le plan individuel. Ce que 46 exige de ses tenants, c'est que l'intégrité, de la science véritable, non de pacotille et de bluff, de la fraternité, du travail acharné, intellectuel et physique, au service du peuple. Aujourd'hui, on a fait faire tous les métiers à 46, même celui de détrousseur de la nation. On l'a barbouillé de boue, de sang, de mensonges. Nous l'avons même vu sortir en resco référendum de la bouche hypocrite et insatiable de Paul Magloire, disant un midi aux paysans des cailles, vos ennemis de toujours sont aussi les miens. 1946 est aussi le mot chouchou des démagogues aux abois. Ils l'ont rabaissé aussi à une valeur de mot, chantage, bon pour soutirer de l'argent des capitalistes rétifs, bon enfin pour vêtir les appétits inavouables et déclencher au fin des périodes démagogiques et creuses le rouvari des foules naïves et mystifiées. Et cependant, ce beau chiffre comporte une signification immense, émouvante dans son fier raccourci, une signification qui réside dans le dynamisme de son courage, du scrupule, de l'esprit constructif, de la pureté du labeur patriotique et calculé. Son innocence filiale interdit, messieurs, certaines déformations, certaines prostitutions auxquelles vous l'avouez. Cessez vos sacrilèges. Ce que veut 46 passionnément, c'est un nouveau printemps des hommes d'Haïti. C'est créer l'égalité des droits, de la limite des dons naturels, une égalité aussi parfaite entre noirs et mulâtres que celle de deux triangles du fameux théorème d'Euclide. En conclusion, elle s'oppose à ce qu'aujourd'hui le fils du paysan pille la caisse publique, comme l'a fait hier le fils de l'aristocrate de Cacapoul. Et voilà. Chers auditeurs, vous venez d'entendre cette page émouvante publiée par le quotidien Le Matin sous la plume du brillant publiciste Stéphane Alexis. Nous regrettons, chers auditeurs, de ne pas continuer notre festival quotidien. Nous nous bornons à vous mettre au courant des derniers développements de la situation politique telle qu'elle se présente. Peut-être. Et comme annoncé précédemment, voici qui s'apprête à occuper le micro de Radio Caraïbe, le démocrate convaincu, le lucide citoyen, le populaire leader, l'éminent civilisateur, le démocrate convaincu, l'intègre citoyen, l'honorable professeur, en l'occurrence Daniel Figolet. Chers auditeurs, l'homme qui choisit pour me dire, me passer toute vie, m'a enseigné, m'a fait politique scientifique, m'a fait politique humanitaire, m'a mis patriotisme au service du développement de mon pays. Donc, l'homme a parlé, m'gè qui choisit pour me dire. Et ensuite, toujours dit, politique pas semblé à politique par l'autre secteur.
c'est facile pour concevoir lui. Chaque fois que je viens dans la radio, je dis à l'Doak Jumel, je dis à l'Doak Duvalier, je dis à l'Doak Desjoies. Mais tout ça, c'est tripotage. À la vérité, on est des candidats à la première magistrature de l'État et nous gagnons politique. Nous. Mais nèg d'Haïti t'a remis ou rétacle. C'est ça l'eau fait pour faire. Yon te ministre sous-estimé, puis pas fait rien. Jodi le président, mais toute poste radio t'a remis, ou même qui passe existence ou un nombre de biens, mais faut arrêter. C'est-à-dire c'est politique pâle pour ta fait. Mais l'on fait pas au pas bon. Yon l'autre campé sous tel autre gouvernement, il y a toute satisfaction ni. Le sort du peuple n'a pas changé. Mais là où arrivé, où mon candidat, où t'as voulu changer le sort du peuple, il dit oh non, c'est le monopole pour le changer là, il faut s'appeler au marché. Mais des ça, cette politique est obscurantiste, cette politique est pas trop exclusiviste, et cette politique est ignorantiste, et cette politique est même sectaire.